C'est parti, amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose, c'est comme convenu dans la précédente vidéo, je vous ai présenté la composition de mon portefeuille et la stratégie associée. Ce que je vous propose donc dans cette nouvelle vidéo, c'est de vous montrer un peu la performance que j'ai eue depuis le début de l'année sur ce portefeuille et également l'historique de la performance que j'ai eue depuis début 2014, date à laquelle j'investis de façon assez importante sur les marchés, en tout cas une bonne partie de mon patrimoine. Voilà, pourquoi je vous propose de faire cette analyse de performance, c'est pas pour montrer ce que fait mon portefeuille en soi, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est plus de vous montrer les indicateurs importants qu'il faut prendre en compte quand on analyse une performance et vous le présenter sur un exemple de portefeuille, donc évidemment là c'est le mien, voilà, mais c'est encore une fois plus pour vous montrer un peu la démarche qu'il faut avoir. Et enfin le dernier point, ce sera de vous présenter un peu quelles conclusions on peut en tirer par rapport, moi, mes propres conclusions que j'en tire par rapport aux performances que j'ai sur mon portefeuille, et du coup vous donner un peu peut-être des axes de réflexion par rapport à ça. Voilà, donc encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer un exemple, une manière de faire pour analyser une performance. Voilà, j'ai essayé d'utiliser des manières qui sont utilisées par la majorité des fonds professionnels. Voilà, donc on verra tout au long de la vidéo en quoi ça consiste. Et encore une fois, le but, c'est de vous donner des outils et que vous puissiez peut-être faire un peu le même type d'analyse sur vos portefeuilles pour que vous puissiez, vous également, prendre du recul sur la manière dont vous investissez et peut-être également adapter votre stratégie en fonction des résultats que vous obtenez. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir cette vidéo en plusieurs points. Le premier point, ce sera déjà de vous redonner un peu les indicateurs importants qu'il faut regarder lorsqu'on analyse la performance d'un portefeuille. Ensuite, on verra la performance de mon portefeuille depuis le début de l'année. On verra ensuite la performance depuis début 2014, donc comme je le disais. Et enfin, on finira par une analyse un peu de performance et quelles sont les stratégies, un peu la stratégie d'investissement associée, qu'est-ce qu'on peut en tirer un peu comme conclusion et peut-être comme orientation, peut-être modification peut-être de stratégie, ou voilà, qu'on en tire un peu des conclusions. Donc au niveau des indicateurs, d'abord très rapidement, juste pour vous rappeler à mon avis les indicateurs importants à regarder lorsqu'on analyse une performance. En fait déjà le premier point, c'est performance relative ou performance absolue. Lorsqu'on parle de performance de son portefeuille boursier, il faut parler de manière relative. Pourquoi ? Parce que une performance se compare toujours par rapport à une période donnée, par rapport à un marché donné. C'est-à-dire que si vous dites par exemple en 2017 mon portefeuille a fait 20% de performance, fondamentalement ça ne veut pas dire grand chose. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est quelle performance vous avez eu par rapport au marché. Donc on est bien en relatif, et typiquement si vous avez fait 20% de performance sur une année où le marché lui sur la même année a fait moins 10, bah, c'est exceptionnel, hein, c'est une super performance parce que vous faites 30% de mieux que le marché. Et inversement, si vous avez fait 20 une année où le marché a fait 30 ou 40, bah, finalement c'est peut-être pas si extraordinaire que ça. Donc quand on parle encore une fois de performance, on est toujours en relatif pour pouvoir mettre en regard la performance du marché dans son ensemble. Et donc on parle rarement de performance absolue, alors sauf évidemment quand on parle de très long terme, si on dit bah voilà, moi j'investis en bourse depuis 15 ans et donc en moyenne j'ai fait X% de performance, 7-8% par exemple en moyenne, là on peut effectivement parler en performance absolue, dire au bout de 10 ans j'ai fait x2 par exemple, ça peut avoir du sens, même si malgré tout c'est toujours intéressant de savoir, même sur des très longues périodes, quelle a été également la performance du marché sur lequel vous avez été pendant cette période-là. Et ensuite, on parle également en absolu, vraiment dans des cas très particuliers, pour ceux qui gèrent des portefeuilles plutôt orientés, qu'on appelle hedge fund, c'est-à-dire qui cherchent plutôt une performance absolue d'un point de vue, on va dire, dans le raisonnement même, dans la construction même du portefeuille. Bon, on va pas rentrer dans le détail de cette stratégie, je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Voilà, mais globalement, quand on analyse une performance, il faut toujours le faire de façon relative et se comparer par rapport au marché. Deuxième point, c'est quand vous comparez au marché, il faut vous comparer par rapport à ce qu'on appelle un indice de référence. C'est-à-dire quand vous analysez la performance de votre portefeuille, il faut que vous comparez à le marché qui ressemble plus à votre portefeuille. C'est-à-dire si vous avez acheté des actions essentiellement américaines, ben vous allez vous comparer au marché américain. Si vous avez acheté essentiellement des actions françaises, ben vous allez vous comparer au marché français. De la même manière qu'une comparaison, qu'une analyse en relatif, c'est très important de prendre le bon indicateur, parce que si par exemple vous avez acheté que des valeurs américaines et que le marché américain fait plus 20 et sur la même année le marché français a fait plus 10, vous allez dire voilà, je suis un génie, j'ai fait plus 16 cette année, et alors que le marché a fait plus 10, mais en réalité voilà, si vous avez acheté que du marché américain, ben finalement c'est pas si extraordinaire que ça, puisque vous faites même moins bien que la moyenne du marché américain. Voilà, donc ce qui est important, c'est toujours de se comparer, comme je disais juste avant, donc c'est du relatif, mais il faut également se comparer par le bon indice, qui est en fait l'indice qui correspond encore une fois le mieux aux valeurs que vous avez au sein de votre portefeuille.
Le troisième point, c'est quand on parle de performance en valeur liquidative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on ne va pas tenir compte des apports et des retraits. Pourquoi? Parce que votre portefeuille, peut-être qu'il est amené à bouger dans le temps. Vous avez peut-être des apports au fur et à mesure du temps, une partie de votre épargne que vous mettez dans votre portefeuille. Et évidemment, ça va avoir un impact sur la performance finale finalement de votre portefeuille. Mais ça, il ne faut pas en tenir compte. Donc pourquoi il ne faut pas en tenir compte? Tout simplement parce que si vous renforcez par exemple massivement juste avant un crack, évidemment votre portefeuille aura une performance moins bonne que si vous avez investi progressivement. Donc ça, c'est plus la stratégie en fait de renforcement ou pas de votre patrimoine en bourse. Par contre, quand vous analysez la performance intrinsèque de votre portefeuille, il faut le faire en valeur liquidative, c'est-à-dire sans tenir compte des apports et des retraits. Et du coup, en fait, comment on fait ce calcul-là? Alors, il y a évidemment des logiciels ou avec Excel, vous pouvez mettre ça en format assez facilement, mais l'idée, en fait, c'est que vous allez calculer tous les jours votre performance par rapport aux apports que vous avez fait ou aux retraits que vous avez fait au fur et à mesure. Donc, vous tenez bien compte de ces apports et de ces retraits au fur et à mesure pour éviter que ces apports ou ces retraits viennent influencer de trop la performance qu'on peut lire directement du portefeuille. Voilà. Et enfin, le quatrième point, c'est le calcul de volatilité. Pourquoi? Parce que souvent, ça c'est un critère qui est également regardé par les fonds professionnels. Alors moi, je vous dis tout de suite, je ne l'ai pas fait sur mes portefeuilles parce que je n'ai pas les outils pour faire ce calcul-là et je ne l'ai pas mis en forme pour faire un calcul de volatilité. Mais en théorie, il faudrait également le faire parce qu'évidemment, plus votre portefeuille, plus la variation va être importante, plus c'est volatile, plus en fait vous avez un portefeuille risqué. Et finalement, quand on analyse une performance, on regarde la performance, mais on regarde également de la volatilité de son portefeuille. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir peut-être une performance un petit peu au-dessus du marché, mais si vous avez une plus forte volatilité, c'est que quelque part c'est un portefeuille qui est plus risqué. Et inversement, si vous avez peut-être une performance un petit peu moins bonne mais moins volatile, typiquement c'est pour ça que souvent quand on construit un portefeuille patrimonial au sens large, on va pas mettre que des actions, on va mettre des actions et des obligations, un mix des deux pour avoir moins de volatilité. Alors on sait que sur le long terme ce sera peut-être moins performant, mais on va réduire la volatilité. Et en fait toute la stratégie d'une bonne construction patrimoniale, c'est d'avoir la meilleure performance avec le moins de volatilité possible. Voilà, donc c'est pour ça que quand on analyse même un portefeuille uniquement boursier, uniquement constitué d'actions, on regarde quand même la volatilité associée à ce portefeuille pour évaluer à peu près le niveau de risque qu'on prend sur son portefeuille. Voilà, donc ça c'était juste les indicateurs de performance importants à regarder. Donc maintenant, venons-en à la performance du portefeuille que j'ai eu donc depuis le début de l'année. Je suis actuellement, donc depuis le 1er janvier, on est samedi 2 mai aujourd'hui, et donc là la performance s'arrête à la clôture de jeudi soir, parce que vendredi du coup était férié. Donc depuis le début de l'année, j'ai une performance sur mon portefeuille qui est en valeur liquidative de moins 19%. Voilà, et donc si on le compare, alors moi j'ai pris comme indice de référence le CAC Mid et Small GR, qui est le GR, c'est Global Return, donc c'est Gross Return, pardon, donc c'est évidemment dividende inclus, puisqu'il faut évidemment tenir compte des dividendes. Pareil, quand on compare son portefeuille, on ne va pas le comparer par exemple au CAC 40, parce que le CAC 40 c'est hors dividende, donc il faut bien, si on veut se comparer par rapport au marché français, par exemple sur les grosses valeurs de capitalisation du CAC 40, on va se comparer par rapport au CAC 40 GR avec les dividendes inclus. Et donc là on peut voir, donc comme je disais, que je suis à moins 19,4 depuis le début de l'année, versus le CAC Mid et Small qui est à moins 22 depuis le début de l'année. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire en fait là-dessus? Bon, évidemment, la performance n'est pas exceptionnelle, mais comme je disais tout à l'heure, il faut toujours se comparer par rapport au marché. Donc finalement, j'ai un peu limité la casse, si on peut dire. Je fais un petit peu moins, un peu mieux que mon indice de référence. Par contre, ce qu'on peut constater finalement dans le graphique, c'est que j'étais jusqu'à début mars très proche de mon indice de référence. En fait, je m'étais un peu allégé, comme je vous l'avais dit dans des vidéos début mars, je m'étais un peu allégé mi-mars quand le crack a démarré. Et du coup, ça m'a permis d'un petit peu moins baisser que le marché. Donc c'est pour ça qu'au plus bas, là, sur mi-mars, mon indice de référence était tombé à moins 37, et moi j'ai limité la baisse à moins 30 à peu près au pire moment du mois de mars. Et là aujourd'hui, donc évidemment, comme j'ai allégé mes positions et que j'ai du coup un portefeuille un peu plus défensif, et ben naturellement suite au rebond qu'il y a eu donc depuis mi-mars, ben moi j'ai un petit peu moins rebondi, hein. Donc c'est évidemment quand vous avez un portefeuille défensif, ben forcément vous baissez moins, mais du coup quand ça rebondit vous remontez moins. Et du coup là voilà, je surperforme un petit peu depuis le début de l'année. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, j'ai un portefeuille qui reste assez défensif, puisque j'ai calculé un bêta aux alentours des 0,6. C'est-à-dire qu'a priori, ce qui va se passer, c'est que si le marché
se met de nouveau à corriger, je risque de baisser un peu moins fort que le marché. Donc je risque de continuer un peu à surperformer le marché. En revanche, si le marché est amené à poursuivre son rebond, probablement que je ferai moins bien que le marché puisque j'ai un portefeuille assez défensif. Donc là, si le marché rebondit, probablement je reviendrai rapidement au niveau de mon indice de référence. Voilà, pour finir sur mon portefeuille, ce qui est intéressant également de le comparer, c'est évidemment moi, mon indice de référence, comme je l'ai dit, c'est le CAC Mid Small GR, mais on peut également le comparer par rapport à d'autres indices pour voir un peu ce que ça donne. Le CAC Small, il est un petit peu plus bas puisqu'il est à moins 23 depuis le début de l'année. Le CAC 40 GR est à moins 23 aussi. Globalement, tout le marché français a baissé d'à peu près un peu plus de 20% depuis le début de l'année. Et après, ce qui est intéressant aussi de comparer, c'est par rapport aux autres marchés, et notamment au marché américain. Et là, on voit que le S&P 500, par exemple, a fait que moins 10 depuis le début de l'année, puisqu'on a eu, comme vous l'avez vu, un très gros rebond ces dernières semaines. Donc évidemment, il fait beaucoup mieux que mon portefeuille, puisque mon portefeuille, comme vous l'avez vu, il est quand même très concentré sur le marché français. Et on a le MSCI World, donc qui correspond à l'ETF CW8, enfin, c'est l'ETF Monde, on va dire, de Damundi, un des grands classiques. Lui est quasiment à moins 20 depuis le début de l'année. Donc en fait, ce qu'on voit à l'échelle mondiale, c'est que c'est vraiment le marché américain qui, une fois de plus, surperforme très largement tous les marchés. Et du coup, voilà, si je compare mon portefeuille par rapport au S&P, je fais beaucoup moins bien. Donc à la limite, depuis le début de l'année, ça aurait été évidemment beaucoup plus rentable de prendre un ETF, même un ETF simple d'S&P 500. Voilà, donc on va voir un peu après ce que ça donne sur le long terme, et ça rentrera aussi dans les réflexions qu'on peut avoir sur le portefeuille de façon générale. Voilà, donc maintenant le portefeuille depuis début 2014, donc c'est ça qui est intéressant parce que fondamentalement à l'analyser sur 3-4 mois, bon là le contexte est très particulier donc ça reste intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant c'est de l'analyser vraiment sur des très longues périodes. Voilà, donc là je vous présente le portefeuille depuis tout début 2014 jusqu'à, donc encore une fois, jusqu'au 30 avril au soir en clôture de marché. Donc là vous voyez en orange la performance de mon portefeuille et en bleu mon indice de référence, donc qui est comme tout à l'heure le CAC Mid et Small Gross Return. Voilà, donc sur cette période là d'à peu près 6 ans et demi, un petit peu moins, j'ai donc eu une performance d'à peu près 50%, ce qui fait à peu près du 6,5 par an en moyenne. Versus le CAC Mid et Small GR qui à peu près fait 40, un tout petit peu plus de 40% de performance. Alors déjà premier constat, c'est que sur cette période qui commence à être assez significative, on va dire 6 ans et demi, ça commence à être pas mal pour vraiment pouvoir commencer à comparer un portefeuille par rapport au marché. On voit que finalement je surperforme très peu par rapport au marché, puisque je fais à peine 10% de mieux que le marché, un peu moins, 8-9% de mieux que le marché, sur 6 ans et demi. Donc ça fait à peu près 1%, on va dire un peu plus de 1% en moyenne par an de mieux. Donc ça c'est le premier constat qu'on peut faire. Donc on verra un peu ce qu'on peut en tirer comme enseignement sur la slide suivante. La deuxième chose qui est intéressante à voir, c'est que vous voyez en fait si on regarde un peu l'évolution qu'il y a eu, 2014-2015 finalement j'étais assez proche de mon indice de référence, c'est-à-dire mon portefeuille a été très proche très proche de ce qu'a pu faire le CAC Mid et Small. Par contre, j'ai eu vraiment une très belle surperformance en 2016 et en 2017, parce que mon portefeuille au mieux a atteint les 140% de performance versus mon indice de référence qui était aux alentours des 90% de performance. Et après, c'est vraiment 2018-2019 où j'ai vraiment sous-performé le marché. Pour en 2020, là on l'a vu, voilà, je fais depuis le début de l'année 2-3% de mieux que le marché. Mais bon, globalement, on a vraiment deux grandes phases de surperformance pendant 2 ans et de sous-performance pendant 2 ans. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et pour moi, la principale raison qui explique ces deux phases-là, c'est ce qu'on avait déjà vu sur une précédente vidéo, c'est les écarts qu'il y a eu entre la performance des valeurs de croissance, donc growth, versus la performance des valeurs value, qui sont donc les valeurs, on va dire, qui ont un bon rapport qualité-prix, voilà, qui ont évidemment moins de croissance que les autres, mais du coup qui se paient moins cher. Donc pareil, je ne vous refais pas une définition de value, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit qu'en fait, depuis la crise de 2008, la sortie de crise depuis 2008, les valeurs de croissance ont très largement surperformé les valeurs value. Et en fait, du coup, j'ai subi clairement cet effet-là sur mon portefeuille, parce que comme vous le savez, je suis quand même très value dans la démarche et une grosse majorité de mes valeurs sont des valeurs type value. Et du coup, j'ai subi un peu cet écart entre value et croissance depuis ces dernières années. Et en fait, on voit qu'en 2016 et en 2017, on voit que sur cette période-là, la value avait quand même fait un peu mieux que les valeurs de croissance pour de nouveau relaisser place aux valeurs de croissance après 2017. Et en fait, cette période 2016-2017,
où on voit que la value a fait un peu mieux, ben, ça correspond un peu à la période où j'ai moi également bien largement surperformé le marché. Donc ça c'est intéressant. Alors évidemment je suis pas certain que ça vient de ces phénomènes-là, mais à mon avis c'est quand même assez fort probable. Et de la même manière, ben, depuis 2017 je fais moins bien que le marché, probablement parce que ben, de nouveau c'est les valeurs de croissance qui se sont bien mieux comportées que les valeurs value sur le marché. Voilà, donc ça c'est à mon avis une des principales explications de la variation, on va dire, de mon portefeuille sur le long terme. Et ça explique aussi peut-être, j'espère, le fait que j'ai pas trop surperformé le marché, mais j'espère que si demain on a une tendance, on va dire globale, qui s'inverse, un petit peu comme on a eu la tendance entre 2000 et 2008, où là c'était vraiment la value qui était bien plus performante que les valeurs de croissance. Si on a un cycle qui s'inverse avec la value qui reprend du terrain sur les valeurs de croissance, peut-être que j'aurai peut-être la chance de beaucoup plus surperformer le marché. Voilà, c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà. Et pour finir sur l'évolution que j'ai depuis donc un peu plus de 6 ans, on peut également la comparer aux autres indices qui sont par exemple le CAC Small GR qui lui sur la période a fait à peu près plus 30% sur cette même période, le CAC 40 GR qui a fait à peu près 30%, voilà, donc c'est un petit peu moins bien que les indices small et mid small. Bon, ça c'est aussi historique, hein, les valeurs, les plus petites valeurs surperforment un peu les grosses valeurs sur de longues périodes. Et enfin on peut voir aussi évidemment le marché américain avec le S&P 500 qui a fait plus 57% sur la période, et le MSCI World, donc basé par exemple sur le l'ETF CW8, qui lui a fait plus 76% sur la période. Alors pourquoi on a cet écart? Parce que comme vous le savez, l'ETF monde est constitué à 60% du marché américain. Pourquoi on voit cet écart-là? Parce que sur cette période-là, il y a aussi le dollar qui s'est raffermi par rapport à l'euro, et du coup, voilà, si vous aviez acheté typiquement l'ETF CW18 qui est en euros, vous auriez aussi profité de cette revalorisation du dollar par rapport à l'euro. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que finalement je me suis évidemment fait bien surpasser par les indices américains et évidemment l'indice monde tout simplement. Donc vous auriez très bien pu acheter sur cette période-là l'ETF monde et faire une performance plus importante que ce que j'ai fait moi en faisant plus du stock picking sur la période. Voilà, donc c'est une très bonne transition pour mon quatrième point qui justement est une analyse un peu de ces résultats et du coup qu'est-ce qu'on peut peut-être en conclure par rapport à tout ça. Bon, la première chose qu'on peut voir, c'est que gestion active versus gestion passive, est-ce qu'il y a un gain ou pas de performance? En tout cas, encore une fois, là je le fais cet exemple-là sur mon portefeuille, je vous invite évidemment à le faire sur le vôtre. Voilà, moi sur le mien, qu'est-ce que j'en déduis? C'est que sur cette période de 6 ans et demi, j'ai à peu près fait 1,5% de surperformance par an. Si j'avais pris un ETF à la place, l'ETF il a quand même quelques frais d'à peu près 0,3% de frais par an, donc il fait de toute façon un petit peu moins bien également que son indice de référence. On a également les frais de transaction pour acheter les ETF. Bon, moi là les performances que je vous ai présentées c'est net de frais de transaction, donc on va dire globalement j'ai fait un peu moins de 2% de mieux de surperformance par an sur cette période là. Donc malgré tout, le fait d'avoir fait de la gestion active m'a apporté un petit peu de surperformance. Bon, évidemment c'est pas énorme, mais c'est toujours 2% de gagné par an. Alors c'est ce qu'on va voir juste après, en fonction des sommes qui sont en jeu, c'est plus ou moins intéressant. Le deuxième point, c'est finalement j'ai bien évidemment fait moins bien que le marché américain. Donc est-ce qu'il faut finalement privilégier le marché américain, voire un ETF monde qui sur le long terme semble donner des meilleures performances? Alors ça c'est évidemment une question peut-être que beaucoup vont poser ou que beaucoup ont, et c'est tout à fait légitime. Moi ce que je pense c'est que si les valeurs de croissance continuent à surperformer les valeurs value, il faut aller sur le marché américain. Évidemment parce que c'est là où vous avez le plus de valeurs de croissance, c'est là où les valeurs de croissance se valorisent le mieux, et donc évidemment le TF Monde, comme il est encore une fois basé principalement sur le marché américain, il va suivre également cette tendance là. Donc si vous pensez que les valeurs de croissance vont continuer à surperformer le value, je pense qu'effectivement c'est une très bonne stratégie de plutôt concentrer son portefeuille sur le marché américain. Si maintenant vous pensez que la value peut revenir en force, comme moi je le pense, ça peut quand même rester très intéressant de rester sur typiquement le marché européen qui est plutôt un marché value par rapport au marché américain. Voilà, donc ça c'est vraiment une question qui est tout à fait légitime de se poser. Maintenant personne ne sait finalement de quoi va être fait l'avenir, bien évidemment. Voilà, donc globalement on peut pas répondre à cette question là. La seule chose qu'on peut dire c'est que le marché américain a surperformé le marché notamment européen ces dernières années grâce aux valeurs de croissance,
et en fonction de si ces valeurs de croissance continuent à surperformer, ben, le marché américain sera plus intéressant ou pas dans l'avenir. Le troisième point qui est qu'on peut également finalement retenir de cette analyse de performance, c'est que en fonction des périodes, cette performance relative, donc par rapport à ces indices de référence, peut énormément varier. Donc comme on l'a vu, pendant 2 années, j'ai fait beaucoup mieux que mon indice de référence, et après 2 années suivantes, je fais beaucoup moins bien. Donc on voit que, mine de rien, on peut très bien performer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même un peu plus, et après largement sous-performer. Donc ça c'est très intéressant, ça permet de montrer qu'une fois de plus, faire une analyse de performance sur des courtes durées, ça ne veut pas dire grand-chose, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faut toujours rester très humble dans sa démarche, et que même si vous avez une démarche qui fonctionne bien pendant un temps, elle peut très bien sous-performer après pendant une autre période. Voilà, donc il faut évidemment toujours rester vigilant, et même si encore une fois on pense avoir la bonne méthode, ne pas être surpris en cas de sous-performance pendant un certain temps. Il y a évidemment comme exemple ce qu'on a vu, moi je suis très orienté valeur value, donc il y a des moments où ça va faire mieux que les valeurs de croissance inversement. Et après il y a également l'effet market timing qui peut jouer bien évidemment. Là, comme vous l'avez vu sur mon portefeuille, j'ai un petit peu allégé mon portefeuille. Donc si le marché continue à rebondir fortement, je vais sous-performer. Si le marché est amené à baisser, je surperformerai le marché. Donc évidemment, ça va énormément jouer aussi sur votre performance relative par rapport au marché. Voilà. Et un autre point également qui est intéressant de relever, c'est que vous avez vu que la performance absolue, finalement, si maintenant on regarde la performance absolue depuis 6-7 ans, j'ai une performance à peu près de 6-6,5% par an en moyenne. J'ai souvent moi aussi parlé de performance plutôt aux alentours de 7-8% par an qu'on pouvait espérer sur le très long terme en bourse. Est-ce que finalement ça montre pas que 7-8% c'est peut-être un peu trop optimiste? Est-ce qu'on peut pas remettre en question cette performance un peu long terme en bourse? Alors évidemment 6-7 ans, pour répondre à la question, c'est beaucoup trop court, puisque là c'est une performance déjà sur le marché européen. Le marché américain, lui, on a vu qu'il était quand même un peu plus élevé, j'ai pas fait le calcul, mais on doit plutôt être à 7-8% de moyenne sur les 7 dernières années, et pourtant c'était une période très faste pour les marchés boursiers, donc c'est vrai que ça peut être quand même une question tout à fait légitime. Maintenant, finalement, personne ne sait vraiment répondre à cette question-là. Et comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc effectivement, depuis 6-7 ans, la moyenne des rendements sur les marchés boursiers, notamment européens, n'ont pas été exceptionnels. Maintenant, on ne sait pas ce que ça pourra donner dans l'avenir. Est-ce que ce sera encore pire ? Est-ce qu'on part sur une dépression qui va encore nous faire perdre 50% sur les indices, ou est-ce que finalement on peut avoir un rebond assez fort? On ne sait pas du tout finalement de quoi il fait l'avenir. Donc impossible véritablement de répondre à ces questions. La seule chose qu'on est sûr, c'est que sur ces dernières années, les performances n'ont finalement pas été aussi importantes que ce qu'on a pu constater en moyenne sur vraiment des très très longues périodes. Voilà, un autre point intéressant qui peut être soulevé, c'est finalement, est-ce que le fait de faire du stock picking comme je le fais, qui nous permet peut-être de surpasser un peu les marchés, de surperformer comme on l'a vu là dans mon cas particulier depuis quelques années de 1-2% par an, j'espère peut-être plus dans l'avenir comme on l'a vu, est-ce que finalement c'est quand même rentable de le faire au vu du temps quand même qu'il faut y passer, etc., par rapport à une gestion complètement passive que j'ai déjà présentée sur cette chaîne? Moi je pense que évidemment ça va dépendre en fait de la somme que vous investissez. Je pense que pour que ce soit quand même intéressant de faire de la gestion active, il faut au moins investir, on va dire à peu près 100 000 euros, je pense. C'est-à-dire si vous visez du 2 à 5% de surperformance, 5 c'est vraiment exceptionnel, il y a peu d'investisseurs, même professionnels, qui arrivent à faire ça. Vous voyez, 2%, ça va vous faire gagner 2 000 euros de surperformance. Pour y aller jusqu'à 5 000 euros, c'est là où il faut faire un calcul. C'est-à-dire que si ça vous prend quand même un peu de temps de faire la gestion active, il faut calculer, de voir si c'est intéressant ou pas financièrement. Si maintenant vous investissez 10 000 euros et que vous espérez faire 2-3% de surperformance, faites le calcul, ça va vous faire gagner 200-300 euros par an. Franchement, ça vaut pas trop le coup. Il vaut mieux que vous passiez plus de temps dans votre activité professionnelle, tout simplement, pour essayer de gagner un petit peu mieux votre vie. Donc c'est là où il faut quand même faire la part des choses. Et même si vous avez un portefeuille de 100 000 ou un peu plus, il ne faut pas non plus y passer trop de temps. Premièrement, parce que le temps que vous allez y passer, finalement, il ne va pas être rentable, puisque dans tous les cas, ce sera très dur de surperformer. Et deuxièmement, vous allez voir que même en y passant énormément de temps, ça restera de toute façon très dur de faire beaucoup mieux que le marché. Donc voilà, je pense que ça c'est intéressant, c'est de dire que oui, ça peut être bien de faire de la gestion active, et moi je suis le premier à en faire et à trouver ça, en plus de ça, au-delà de la performance, intellectuellement très intéressant. Maintenant, financièrement, sauf si vous arrivez vraiment à largement surperformer, mais encore une fois c'est très dur, soit si vous avez quand même un montant en portefeuille suffisamment conséquent
pour justifier le temps qu'il faut y passer. Voilà. Ensuite, un autre point intéressant, c'est est-ce qu'on peut rester optimiste sur le long terme malgré une faible surperformance, ou voire même si vous avez un portefeuille qui est carrément qui fait moins bien que le marché. Est-ce qu'on peut quand même rester optimiste ou pas? Alors moi je pense que oui, et j'ai un exemple, c'est le fonds, je vous en ai déjà parlé, le fonds Indépendance et Expansion, que je trouve vraiment excellent. Alors c'est pas pour faire de la publicité, mais je crois que c'est probablement le fonds français le plus performant sur ces 10-15 dernières années. Et en fait, ce que je vois, c'est que depuis la période de 6 ans et demi, alors je vous ai pas mis leurs résultats, mais sur 6 ans et demi, ils ont une performance qui est assez proche finalement de leur indice, et qui est finalement assez proche de ce que j'ai pu faire moi. Sur 6 ans et demi, ils ont fait à peu près 50% de performance, ce qui est encore une fois dans la moyenne de leur indice à quelque chose près, à quelques pourcents près. En revanche, si on regarde vraiment sur une très longue période, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a leur performance depuis 1993, et on voit que depuis 1993, ils ont quand même très largement surperformé le marché, puisqu'ils ont eu une performance annualisée de quasiment 12%, versus l'indice CAC Mid et Small NR de 6,3%. Donc vous voyez qu'ils ont très largement surperformé. Donc même s'ils ont fait à peu près comme leur indice pendant 6-7 ans, ça ne veut pas dire que sur une très longue période, vous ne pouvez pas malgré tout faire beaucoup mieux que le marché. Voilà, donc tout ça pour dire que même si pendant encore une fois quelques années, voire comme je le fais dans mon exemple, sur 5-6 ans, vous faites à peu près comme le marché, un petit peu mieux, un petit peu moins bien, ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'arriverez pas à faire quand même un peu beaucoup mieux sur les années qui suivent. Voilà. Encore une fois, sur mon portefeuille particulier, je garde espoir sur le fait d'arriver à faire mieux que le marché, et notamment le jour où les valeurs value reprendront de la performance par rapport aux valeurs de croissance. Voilà. Et enfin, dernière question que je me suis posée également en faisant un peu cette vidéo et en prenant un peu du recul sur la performance, c'est au final, est-ce que la gestion directe a été meilleure que la gestion sous-traitée? Est-ce que j'ai bien fait de gérer moi-même mon portefeuille plutôt que de le confier à un fonds professionnel? Alors là, la réponse, je pense qu'elle est oui directement. Je pense que finalement, la performance que j'ai eue, qui est encore une fois celle de l'indice, un petit peu mieux que celle de l'indice, elle est au moins meilleure que 90% des fonds professionnels. Alors je ne l'ai pas vérifié, je parle bien des fonds professionnels européens. Je ne l'ai pas vérifié, mais c'est quasiment sûr dans le sens où, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, les fonds pro font à 80-85% moins bien que leur indice de référence. Et voilà, comme là j'ai fait un petit peu plus que l'indice de référence, je pense que je fais au moins mieux que 90% des fonds professionnels. Donc dans tous les cas, d'avoir géré par soi-même son portefeuille, ça reste malgré tout très intéressant, même si ça reste difficile de surperformer le marché dans son ensemble. Voilà à peu près ce que j'avais à vous présenter sur la performance de mon portefeuille. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, l'idée c'est plus de vous donner une manière d'analyser un portefeuille boursier. C'était pas de le faire sur mon portefeuille, de vous montrer directement moi ce que j'arrive à faire ou à ne pas faire. C'est plus de vous donner des outils et de vous donner un peu la manière, encore une fois, de comparer votre portefeuille au marché, et que vous puissiez également tirer un certain nombre de conclusions sur votre manière de gérer votre portefeuille boursier. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires évidemment, à m'en faire. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt.